بيننا معي المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Le Louvre rouvre ses portes après l'attaque au couteau contre les soldats de l'opération Sentinelle. Le pronostic vital de l'assaillant, l'Égyptien de 29 ans, n'est plus engagé. La justice américaine gèle le décret anti-immigration de Donald Trump sur tout le territoire américain. Une décision ridicule selon le locataire de la Maison-Blanche qui a annoncé sa prochaine invalidation. Et la contestation ne faiblit pas en Roumanie où des centaines de milliers de Roumains sont une nouvelle fois descendus dans les rues pour dire non au décret controversé assouplissant la législation anti-corruption. Je vous disais en titre, le Louvre a rouvert ses portes ce samedi matin avec une affluence normale, malgré l'attaque au couteau et qui a eu lieu hier contre des soldats de l'opération Sentinelle. Une attaque qui avait entraîné la fermeture du plus grand musée du monde. Une enquête pour terrorisme a été ouverte par le procureur de Paris. Mais si l'identité de l'assaillant est encore sujette à caution, des éléments laissent à penser qu'il s'agirait d'un Égyptien de 29 ans. L'homme a été blessé lors de l'agression, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Depuis son arrestation, dont voici des photos, l'enquête progresse rapidement sur son profil et son parcours ces derniers jours. L'homme résidait aux Émirats Arabes Unis. Il travaillait à Dubaï dans cette entreprise. Ce matin, à la sortie du commissariat, nous avons rencontré son employeur venu témoigner spontanément. Comment est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé? En lisant les informations. Les informations? Et vous étiez surpris? Bien sûr, vous avez vu mon visage? Je tremble. Le 30 octobre, c'est ici, auprès du consulat de France, que l'homme avait obtenu un visa touristique d'1 mois. Le 26 janvier, il prend donc l'avion, direction Paris, et entre légalement sur le territoire français. À son arrivée, il loue une voiture et un appartement dans le 8e arrondissement, tout près des Champs-Élysées. 1 700 € pour une semaine. Hier, les policiers ont perquisitionné ce logement et découvert de nombreux éléments. D'abord une somme de 965 €, 2 étuis correspondant aux 2 machettes utilisées par l'assaillant, la facture d'achat des 2 machettes, un pull correspondant en tout point à celui porté le jour de l'achat des 2 machettes. Des machettes achetées dans cette armurerie, 680 € en liquide, pour 2 armes blanches semblables à celle-ci. Le propriétaire du magasin l'assure, il n'a rien remarqué d'inquiétant chez l'acheteur. Et les enseignes, qu'il avait l'air normal. Ouais. Sinon, il n'aurait pas vendu. Sur Internet, les enquêteurs ont aussi retrouvé un compte Twitter au nom du suspect, avec plusieurs textes violents, dont celui-ci. Pas de négociation, pas de marchandage, pas de flatterie, guerre sans répit. Ce message a été publié hier matin vers 9h30, moins de 20 minutes avant l'attaque au carrousel du Louvre. Et pour en savoir plus, je vous propose la correspondance de Miyuki Droz-Aramaki à Dubaï. Oui, le suspect travaillait apparemment depuis 3 ans à Sharjah, dans le nord de Dubaï, dans une entreprise de conseil en protection de l'environnement. Alors notre équipe s'est rendue ce matin sur les lieux, dans un quartier d'entrepôt, où nous sommes tombés sur plusieurs de ses collègues et son patron. Donc ces hommes confirment les informations révélées par les autorités françaises. Leurs collègues égyptiens étaient bien partis il y a 1 semaine en vacances à destination de la France et ils devaient revenir demain. Ils l'ont reconnu sur les photos prises sur son profil Facebook et Twitter que nous leur avons présenté. Alors ces collègues sont extrêmement surpris. Aucun d'entre eux ne soupçonnait ou ne s'attendait à ce qui s'est passé. Ils l'ont appris au cours de la nuit à travers les réseaux sociaux. Et ce matin, plusieurs d'entre eux s'étaient même rassemblés, réunis spontanément pour aller se présenter d'eux-mêmes à la police pour leur faire parvenir leur témoignage. L'enquête de la police émirienne vient tout juste de commencer. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est une affaire assez gênante pour les autorités de Dubaï. La ville elle-même se considère comme une cible potentielle d'attentat. Elle investit énormément d'hommes et d'argent pour sa sécurité. D'ailleurs, aujourd'hui, les 2 quotidiens nationaux parlent de l'affaire du Louvre, de l'attaque, mais ils restent très discrets. Ils mentionnent la nationalité du suspect, donc un Égyptien de 29 ans, mais aucun des 2 journaux ne mentionne par exemple son lien avec les Émirats, le fait qu'il travaillait à Sharjah ou le fait que c'est à Dubaï qu'il a obtenu son visa pour l'Europe.
Dans le reste de l'actualité, c'est un coup significatif porté au décret de l'administration de Donald Trump sur l'immigration. James Robart, un juge fédéral de Seattle, a bloqué temporairement cette mesure visant 7 pays à majorité musulmane. La réponse de la Maison-Blanche ne s'est pas fait attendre. Le ministre de la Justice entend déposer une injonction d'urgence pour faire appliquer le décret et annuler la décision du juge Robart. Et Tanadji nous en dit plus. C'est un véritable camouflet pour Donald Trump, qui voit son décret anti-immigration bloqué temporairement par un juge fédéral de Seattle, tout juste une semaine après sa signature. Et voici l'homme derrière la plainte visant à invalider le texte, le procureur de l'État de Washington qui salue cette décision judiciaire. C'est évidemment une décision historique et importante pour l'État de droit, pour la population de l'État de Washington et pour toute la population de ce pays. Je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne dans une salle d'audience, c'est la Constitution. Les juges de plusieurs autres États ont également statué contre ce décret présidentiel qui interdit aux réfugiés et aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'entrée aux États-Unis. La mesure a suscité une levée de boucliers dans plusieurs États. Théoriquement, avec ce blocage, les personnes munies d'un visa valide devraient à nouveau entrer sur le territoire américain. La Maison-Blanche a très rapidement réagi via un communiqué, qualifiant de scandaleuse la décision du juge fédéral et assurant que Donald Trump est en droit de signer ce décret pour protéger les Américains. Depuis l'entrée en vigueur du texte, les États-Unis ont révoqué 60 000 visas, attribués à des ressortissants des 7 pays à majorité musulmane. Après s'être rendu en Corée du Sud, le secrétaire américain à la Défense James Mattis effectue son premier voyage à l'étranger depuis sa nomination à la tête du Pentagone. Il a été reçu à Tokyo par les plus hauts dirigeants japonais, notamment le Premier ministre, vous le voyez, Shinzo Abe, à qui il a assuré de la solidité des accords de défense avec le Japon. Le Japon qui cherche à sonder les intentions américaines depuis que Donald Trump semble vouloir remettre en cause l'engagement militaire américain dans une région où une éventuelle attaque nucléaire nord-coréenne est de plus en plus précise, donc est prise très au sérieux. Maintenant, place à l'actualité locale. Les services de renseignement de l'armée libanaise ont arrêté à Safarafand, dans la région de Zahrani, un Palestinien dans le cadre de l'enquête sur l'attentat déjoué du 21 janvier à Amra, dans le café Costa. Hussein Majdi Obeid est un collègue du terroriste présumé Omar Hassi. Selon l'Agence nationale d'information, le détenu travaillait avec lui dans un hôpital à Saïda, au Liban Sud. Omar Hassi, un partisan d'Ahmad el-Assir, aurait rallié les rangs de Daesh et reçu de la part de l'organisation État islamique l'ordre de se faire exploser. Pris en filature par les services de renseignement, il avait été arrêté in extremis. Omar Hassi est originaire du quartier de Charabil à Saïda. Bonne nouvelle, à en croire les propos du ministre d'État chargé des affaires présidentielles Pierre Raffoul. Une nouvelle loi électorale sera adoptée dans les 15 prochains jours. Pierre Raffoul s'exprimait lors d'une tournée dans le Akkar, au Liban Nord. La loi en vigueur, dite de 1960, prévoit un mode de scrutin majoritaire. Elle est critiquée par la plupart de la classe politique, du moins en apparence, à l'exception des jumblatistes. Parmi les lois proposées, certains textes prévoient la proportionnelle ou un mode de scrutin mixte. Dans le reste de l'actualité, en Syrie maintenant, les troupes gouvernementales ne sont plus qu'à 3 km d'Al-Bab, contrôlées par les djihadistes du groupe État islamique au nord-est d'Alep. La ville est attaquée sans succès depuis le 10 décembre dernier par l'armée turque et des rebelles syriens regroupés au sein d'une coalition appelée le bouclier de l'Euphrate. En 20 jours d'offensive, l'armée syrienne du régime et ses alliés ont repris au groupe État islamique 32 villages et hameaux, soit 250 km² de territoire. L'armée turque et ses alliés ont de leur côté lancé une nouvelle offensive au sud-est d'Al-Bab pour couper la route aux troupes gouvernementales syriennes. À présent, c'est l'escalade entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à des entités soupçonnées de soutenir le programme balistique de la République islamique. Dans un tweet, Donald Trump a rappelé que l'ère Obama était bel et bien révolue. Jeudi dernier, le président américain avait déjà affirmé qu'il n'écartait aucune option
après le récent tir de missiles iraniens. Les relations entre Téhéran et Washington ont toujours été compliquées, même après l'accord sur le nucléaire iranien. C'était en 2015. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, affaire Fillon, déboussolé, abasourdi, révolté, la déprime des militants, les républicains, alors que les révélations se multiplient dans l'affaire Pénélope Fillon. L'ouverture d'une enquête par le parquet national financier trouble et inquiète les adhérents. Si certains commencent à douter de la moralité de leur candidat, d'autres demandent des explications ou crient au complot. Dans ces cartons, des tracts dénonçant une chasse à l'homme. Tirés à 4 millions d'exemplaires, ils seront distribués ce week-end par les militants. Les proches de François Fillon affirment qu'il ne vacille pas dans la tempête. François Fillon, il est serein, il travaille, ce qu'il a toujours fait, et c'est comme ça qu'il a gagné la bataille des primaires. Et il a hâte de pouvoir reprendre son dialogue avec les Françaises et les Français. Sur son site internet, le candidat adresse un message à ses soutiens pour leur redire qu'il n'abandonnera pas. Je resterai inébranlable. Car vous le voyez bien, vous le sentez bien, tout cela dépasse infiniment ma personne. C'est le projet que nous représentons qui est aujourd'hui ciblé. Ce sont les valeurs que nous incarnons qui sont attaquées. C'est notre victoire qu'on veut nous voler. Inébranlable, malgré les révélations qui s'enchaînent. Le magazine Envoyé spécial a diffusé une interview de son épouse Pénélope qui réaffirmait en 2007 « Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. » Des propos qui viennent contredire la défense de son mari. Alors que les rumeurs sur un renoncement circulent, le nom de Gérard Larcher a été évoqué dans la presse. Des affirmations extravagantes, dit-il, et il affiche un total soutien. Mais les défections se poursuivent. Le député UDI Thierry Benoît lui demande de renoncer. François Fillon maintient son programme de campagne avec notamment un déplacement mardi à Troyes dans la ville de François Baroin. La contestation ne faiblit pas en Roumanie. Environ 200 à 250 000 personnes se sont réunies dans plusieurs villes du pays, dont la moitié à Bucarest. Une mobilisation sans précédent depuis la chute du communisme il y a 27 ans. Les manifestants tentent de faire pression sur le gouvernement pour qu'il retire son décret controversé assouplissant la législation anticorruption. Le texte prévoit notamment de réduire les peines d'emprisonnement en cas d'abus de pouvoir. Mais le Parti social-démocrate qui dirige le pays reste inflexible alors que de nombreux élus du PSD sont toujours soupçonnés de malversation par le parquet anti-corruption. Armée ukrainienne et rebelles pro-russes s'affrontent depuis plusieurs jours à coups de mortier et de tirs d'artillerie à Avdiivka, une ville industrielle sous contrôle de Kiev, située sur le front dans l'est de l'Ukraine, au nord du bastion rebelle de Donetsk. Au moins 34 morts depuis dimanche dernier. Les deux camps s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette flambée de violence. Le président ukrainien Petro Poroshenko devrait s'entretenir ce soir par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Eta Nadji nous en dit plus. Ces civils ont été évacués d'Avdiivka dans l'urgence. Ils sont accueillis dans cette autre localité de la région de Donetsk. Ici, la zone est sécurisée. Un soulagement pour ces dizaines de familles, prises au piège dans les combats entre soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes depuis une semaine. Quand on a quitté Avdiivka, c'était plutôt calme. Mais il y a quelques jours, on entendait des tirs nuit et jour. On a peur. Bien sûr qu'on a peur. Et surtout pour nos enfants. À Avdiivka, les maisons portent les stigmates des affrontements. Les obus ont détruit des installations. Des milliers d'habitants se retrouvent avec très peu d'eau et sans chauffage en plein hiver. Plusieurs civils et soldats ont été tués dans les combats. Les autorités ukrainiennes appellent la communauté internationale à mettre la pression sur Moscou pour une cessation des hostilités dans l'Est. La Russie et les combattants qu'elle soutient sont entièrement responsables de cette nouvelle escalade de violence à Avdiivka et autour de sa zone industrielle, du bombardement des zones résidentielles et de la mort de civils et de soldats ukrainiens.
Des accusations rejetées par la Russie, qui accuse de son côté l'Ukraine d'être à l'origine de cette nouvelle escalade de violence. Les dirigeants ukrainiens rejettent toute responsabilité dans cette situation et font avancer leurs militaires dans le Donbass sans aucune honte. La région du Donbass, où un cessez-le-feu était pourtant en vigueur depuis décembre dernier. En une semaine, il semble avoir volé en éclats. Depuis son déclenchement en 2014, ce conflit a déjà fait plus de 10 000 morts dans l'est de l'Ukraine. Saisie record de cocaïne en Allemagne, la douane de Hambourg a mis la main sur 717 kilos plutôt de cocaïne. La poudre blanche est pure à 80%. Coupée avec d'autres produits, la marchandise aurait donc pu donner 2,8 tonnes de drogue. Les pains de cocaïne étaient dissimulés dans un conteneur chargé de ferraille. La commande devait rejoindre les Pays-Bas. Elle arrivait de Curaçao, une île des Caraïbes appartenant auparavant aux Antilles néerlandaises. Ce sont d'ailleurs les autorités néerlandaises qui ont mis les douanes allemandes sur la piste de la cargaison. Chaque année, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer, une cause majeure de mortalité dans le monde, responsable de 8,2 millions de décès par an, alors que plus de 14 millions de cas nouveaux sont détectés tous les ans, près des 2/3 en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les spécialistes insistent sur la prévention en incriminant en particulier le tabac, l'alcool, l'exposition au soleil et la sédentarité. Chaque année, 14 millions de nouveaux cas de cancer sont détectés dans le monde. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que ce nombre devrait augmenter de 70% dans les 20 prochaines années. Or, 2/3 des nouveaux cas surviennent en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Dans le même temps, le coût des traitements des cancers progresse fortement, d'où la difficulté pour les pays émergents de faire accéder les populations aux soins. Parmi les facteurs de risque de cancer, le tabac est largement en tête. Les experts estiment qu'il va tuer 1 milliard de personnes au XXIe siècle, dont 100 millions en Chine. Les facteurs de risque sont essentiellement l'alcool, la sédentarité, l'obésité, l'alimentation et les polluants. L'amélioration des traitements pourrait permettre que 3 personnes sur 4 survivent à leur cancer d'ici à une vingtaine d'années, selon les experts. Et avant de se quitter, ces images impressionnantes, celles d'un avion de la compagnie British Airways en train d'atterrir avec beaucoup de difficultés à l'aéroport de San Sebastián au Pays basque espagnol. Le vent fort a perturbé sa trajectoire. Regardez plutôt. Plus de peur que de mal, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Louvre rouvre ses portes après l'attaque au couteau contre des soldats de l'opération Sentinelle. Le pronostic vital de l'assaillant, l'Égyptien de 29 ans, n'est plus engagé. La justice américaine gèle le décret anti-immigration de Donald Trump sur tout le territoire. Une décision ridicule, selon le locataire de la Maison-Blanche. La contestation ne faiblit pas en Roumanie, où des centaines de milliers de Roumains sont une nouvelle fois descendus dans les rues pour dire non au décret controversé assouplissant la législation anti-corruption. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous. هذا لما المودة والصداقة